Dominique Quignot, peut-être une première question. Pourquoi, au fond, le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, s'est prononcé dans ses recommandations, c'était début septembre, en faveur d'une évolution législative dans son avis 139, mais peut-être tu pourras nous préciser précisément quels sont les termes de ces recommandations. Alors effectivement, cet avis, qui est le résultat d'une autosaisine, ce sont les membres du CCNE qui ont souhaité s'emparer du sujet quand sont sorties les premières propositions de loi avant la fin du quinquennat précédent. Et il y a eu de très longues semaines de travail, il y a eu beaucoup d'auditions, mais peut-être dès le départ un certain malentendu entre les différents membres du groupe de travail, ceux qui souhaitaient qu'il y ait une évolution de la loi et ceux qui se demandaient si c'était le bon moment. Pas tous pour les mêmes raisons, mais avec un certain nombre de réserves. Alors, comme toujours pour les avis du CCNE, qui ne sont que consultatifs, hein, je le rappelle, mais qui quelquefois sont utilisés un peu pour poser un débat dans un certain sens. Comme souvent dans ces avis, toute la première partie est, je pense qu'on peut tous s'y retrouver. Estimer que les lois actuelles sont mal connues, mal vécues, et que surtout la question des soins palliatifs n'est pas honorée comme elle devrait, qu'il y a toujours des départements qui n'ont pas d'unité spécialisée, qu'il y a beaucoup d'inégalités régionales sur cette question, etc. Donc toute cette première partie, si j'ose dire, voilà, tout le monde, je pense, peut s'y reconnaître de ceux qui sont ici. Mais il y avait un point qui a fait débat sur des situations exceptionnelles et qui ne sont pas d'ailleurs des situations de toute fin de vie, mais plutôt de gens qui seraient atteints de maladies très graves, très évolutives, etc., et qui n'ont pas envie d'aller jusqu'au bout de leur vie avec des handicaps très lourds. Donc c'est pour ça qu'a été ouverte par une partie des membres de CCNE une ouverture vers une aide active à mourir. Alors plutôt présentée comme plutôt un suicide assisté, plutôt que de l'euthanasie, mais avec une certaine ambiguïté, puisque à un moment donné, il s'agit d'aider quelqu'un à mourir, mais s'il ne peut pas se donner lui-même la mort, le médecin intervient. Donc, la différence avec l'euthanasie est petite. Et donc, voilà, il y a eu cette ouverture et pour essayer de montrer qu'il pouvait y avoir une manière éthique d'aider activement à mourir. Et sur la quarantaine de membres du CCNE, il y a eu 8 personnes qui ont émis une réserve. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens assez divers. Alors c'est vrai qu'il y a la personne qui représente la famille protestante et la personne qui représente la famille juive, moi-même qui suis censée représenter la famille catholique, mais d'autres très divers et qui ne sont pas forcément à terme opposés à une évolution de la loi, mais qui se disent ça n'est pas le moment tant que les autres sujets ne sont pas réglés. C'est-à-dire que les soins palliatifs ne sont pas disponibles pour tous dans toutes les conditions, et pas seulement en fin de vie, mais ça, d'autres que moi seront beaucoup plus à même d'en parler, mais que ça soit une culture à faire entrer à l'hôpital, et en plus un hôpital qui est actuellement en très mauvaise santé, si j'ose dire, et où les personnes n'ont pas vraiment le moyen souvent de faire leur travail d'accompagnement normal du soin, etc. Donc dans cette réserve, il y a une partie des signataires qui disent non, c'est pas le moment, d'abord réglons ces questions, parce qu'autrement on pourrait penser que c'est une manière de ne pas régler la question des soins palliatifs que d'autoriser quelque chose d'aller plus loin. Et puis il y a à l'intérieur de ces 8 des gens qui sont plus profondément heurtés par l'idée de cette rupture importante, des conséquences pour l'ensemble de la société, mais autant de sujets sur lesquels on pourra revenir, sur le sens de la liberté, le sens de la solidarité, etc. Les mots ayant effectivement dans ce dossier un grand rôle à jouer.
Peut-être encore un petit mot sur ce que valent les réserves. Parce qu'au fond, est-ce qu'on retient que 8 personnes ont émis des réserves? C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que vous avez l'impression que, au fond, cet avis qui n'est que consultatif est instrumentalisé comme une ouverture, comme une manière d'imposer une option plus qu'une autre? Il est très certainement reçu comme cela. Et je suis assez championne des avis minoritaires dans le CCNE. C'est vrai que ça n'est pas retenu, j'ose le dire, par les médias, hein, que je représente aussi un peu ici. C'est-à-dire souvent, on retient même pas toute la lecture de l'avis, parce que la lecture de toute l'avis est intéressante d'une certaine manière pour une partie des sujets. Ça, c'est une invitation pour vous à lire l'avis. Mais effectivement, l'ouverture, c'est ça qui, c'est vrai, c'est ça qui fait l'actualité. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, non, la seule chose qui moi, m'a intéressée dans cette signature, c'est que c'était des gens divers. Et c'est vrai que les partisans les plus acharnés de l'euthanasie ont tendance à présenter les opposants comme le club des cathos, un peu conservateurs. Et pour être tout à fait honnête, il m'avait été... Vous reconnaissez tout à fait dans ce profil, Dominique. Je me reconnais tout à fait dans ce profil. Mais il m'a même été demandé, au cours de la conférence de presse, à moi de présenter l'avis minoritaire. Et ce que j'ai refusé de faire, parce que je trouvais que ça empêchait de voir qu'il y a des personnalités différentes et pour des raisons qui ne sont pas que des raisons de foi ou de conviction religieuse, mais des raisons d'humanité, hein, c'est le mot qui a été utilisé par Monseigneur. Voilà, et c'est ça qui est important. Donc, je pense que, je suis sûre, vous avez raison, que peu de gens se souviennent de ça, de ces minoritaires, mais pour moi, c'était important. On s'arrête un temps sur la sémantique, parce qu'on a dit euthanasie, suicide assisté, aide active à mourir. Est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Alors c'est assez différent. Aide active à mourir, pour moi, médecin en soins palliatifs, ça veut rien dire. Je revendique le fait que j'aide activement les personnes à mourir. Je précipite pas leur mort, mais néanmoins, je les aide à mourir. Donc c'est vrai que c'est un terme que je n'utilise pas, parce qu'il est, à mon avis, à dessein flou, et il recouvre une réalité tellement... on y met derrière ce qu'on veut y mettre. Il est volontairement flou? Je pense. Après, euthanasie, suicide assisté, c'est à la fois... proche et à la fois très différent. Proche parce que dans les deux cas, il s'agit de manière assez commune, donner la mort ou hâter la mort de quelqu'un, le plus souvent à sa demande. Maintenant, il est extrêmement différent parce qu'il ne convoque pas le tiers de la même manière. L'euthanasie, c'est le fait de donner la mort à quelqu'un à sa demande, souvent quelqu'un de malade et souvent un soignant. Le suicide assisté, c'est de donner à quelqu'un les moyens de mettre fin à sa vie. Donc, in fine, la personne va décéder de manière prématurée, mais l'intervention du tiers est très différente, et en ça, pour moi, ce sont deux réalités assez différentes. Peut-être, Erwan, un rappel du cadre législatif dans lequel on est. La dernière loi sur la question, c'est 2016, ce qu'on a appelé la loi Claes-Leonetti. Oui, alors la loi actuelle en 2016 a, il me semble, développé la question des directives anticipées, mais a surtout été retenue par l'introduction de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui est un acte qui en fait était réalisé avant la loi, mais qui est encadré et officialisé par la loi, qui est la possibilité, effectivement, lorsqu'une personne en fin de vie a des souffrances réfractaires, c'est-à-dire que les traitements ne permettent pas de les diminuer suffisamment pour qu'elles soient supportables, la possibilité de la plonger globalement dans un coma artificiel en attendant l'arrivée naturelle de la mort. Donc c'est effectivement ce qui est mis en place, normalement lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Il y a eu des directives de la Haute Autorité de Santé qui permettent de dire que
Globalement, le court terme, c'est une question de jours. C'est-à-dire qu'en moyenne, les sédations profondes et continues se pratiquent quand le décès est attendu dans les 3 à 4 jours à partir du moment où elle est engagée. Alors évidemment, les médecins ne sont pas devins, ça peut être plus court, ça peut être un peu plus long, mais c'est globalement dans ce délai-là que ça doit être mis en œuvre. Et c'est là d'ailleurs où le CCNE relève qu'il y a quelque chose à faire évoluer parce que cette situation-là, cette disposition-là ne satisfait pas complètement ce qui voudrait permettre une aide active à mourir au-delà de ces quelques jours. Pardon, oui, non, effectivement, c'était ça un peu le nœud de la question pour ces situations dites exceptionnelles, pour des maladies qui n'ont pas voulu être citées par le CCNE de façon à ne pas, porter un peu le regard sur ces maladies. N'empêche que dans les médias, on ne parle toujours que des mêmes. Donc, le résultat est quand même... Non, c'est l'idée que, justement, des gens... Alors, c'est là aussi que les mots sont intéressants, qui auront le sentiment que leur fin de vie annoncée, étant donné la gravité de leur maladie, ils la vivront comme une perte de dignité. Ils veulent pouvoir décider à un moment donné, et là, dans un délai, alors il n'a pas été fixé, mais j'en dis 6 mois, ou peut-être plus, pouvoir décider de mourir. Et c'est ça qui fait aussi la différence entre la loi actuelle et une possible nouvelle loi. Pardon. Alors, si je puis me permettre, il y a aussi une différence qui est importante, c'est que la sédation profonde et continue, elle s'adresse aux gens qui sont en train de mourir et elle n'a pas objectif à hâter le décès. Et donc, pour moi, il me semble que c'est là aussi un problème de sémantique. La sédation profonde et continue ne résout pas non plus le désir de ceux qui veulent mourir tout de suite, même quand ils ont encore 3 jours de vie. Ça ne fait pas mourir les gens tout de suite. C'est vraiment une autre chose et c'est vrai que je pense que c'est important de le souligner. Donc oui, la sédation profonde et continue ne résout pas la demande de mort qu'ont certains de nos concitoyens. C'est vraiment 2 sujets différents. Est-ce qu'on peut, toujours pour chercher à mieux comprendre de quoi on parle, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les grands principes aujourd'hui d'action des médecins et ce que peut espérer un malade qui souffre et qui est en fin de vie dans sa prise en charge? Est-ce que vous pourriez nous rappeler ça brièvement? Alors, on a un cadre législatif qui est très satisfaisant pour prendre en charge les gens qui vont mourir, les gens malades et en fin de vie. Les grands principes, c'est le premier, et c'est important l'ordre, c'est l'obligation de soulager. On est obligé de soulager les gens, je dirais coûte que coûte. Obligation de prise en charge palliative, obligation de soulager la douleur, y compris en allant jusqu'à l'endormissement si nécessaire et si on n'a pas d'autre solution. Et ça, c'est fondamental. Deuxième grand principe, l'interdiction de ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable, en langage plus courant, l'acharnement thérapeutique. À un moment, les médecins n'ont pas le droit de s'acharner. Après, on parlera de l'application éventuellement. Le troisième grand principe, et il est extrêmement important aussi, c'est le respect de la parole du patient et le respect des souhaits du patient. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis toutes ces lois, 99, 2005, 2016, pour faire en sorte qu'on écoute le patient et qu'on respecte ce qu'il souhaite. C'est les directives c'est évidemment le droit au patient de refuser tout traitement, c'est les directives anticipées, c'est la place de la personne de confiance, et ça, c'est vraiment très important. Et puis un dernier principe qui existe encore pour l'instant dans le code de la santé publique, si je ne dis pas de bêtises, et Erwan me contredira. C'est bon, je confirme. C'est l'interdit de tuer qui existe encore et l'interdit de mettre fin à la vie de quelqu'un. Oui, on le trouve aussi dans le code pénal, ça, assurément. Et alors à partir de là, racontez-nous un peu les soins palliatifs, parce que vous êtes chef de service de soins palliatifs. Comment ça se déroule au quotidien pour qu'on puisse aussi mieux comprendre comment ça se passe, parce qu'il y a parfois beaucoup de peur autour de la question de la fin de vie. Et de fait, dans notre culture occidentale et en France, on a du mal à parler de la mort. Il y a là, vous avez raison, un enjeu extrêmement fort dans ce débat. Au-delà des questions législatives, il y a le regard que les gens portent sur la mort et plus particulièrement sur les soins palliatifs. Les soins palliatifs, j'ai une expression que j'aime beaucoup. Moi, je dis de mon service, les gens pensent arriver dans un mouroir. En fait, ils arrivent dans un vivoire. Être soignant en soins palliatifs, c'est une histoire de vie. Et au quotidien, concrètement, ce qui se passe dans les services, c'est vivant. Il y a de la vie, il y a de la joie, il y a de l'émotion
peut-être plus que de la joie, c'est de l'émotion. Alors l'émotion, elle est évidemment parfois positive, souvent aussi triste, parce que ça ne se gomme pas, la mort, ça reste quelque chose de très triste. Mais le quotidien, c'est un quotidien extrêmement vivant. Et aussi paradoxal que ça peut peut-être vous paraître, c'est un quotidien en soins palliatifs qui est beaucoup plus vivant que dans tout le reste, notamment de l'hôpital. C'est vraiment l'endroit où on permet la vie jusqu'à son terme et malgré la maladie. Je serais curieux de savoir pourquoi vous avez choisi les soins palliatifs comme médecin. Ça, c'est une vraie question difficile. Il faudrait peut-être 10 années d'analyse pour arriver à y répondre complètement. Ceci étant, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, la prise de conscience progressivement au cours de mes études de médecine que la médecine, finalement, elle ne guérit pas tant que ça. Mais si déjà elle soulage, c'est déjà énorme. Aux urgences, on imagine tous qu'on va sauver la vie de gens qui font des arrêts cardiaques, et en fait, le quotidien, il est fait de petites choses, mais qui soulagent les gens, et c'est très important. Après, il est fait aussi d'expériences un petit peu difficiles et malheureuses, d'expériences de relations humaines que j'ai trouvées difficiles à l'hôpital, de médecins notamment qui ne se comportaient pas humainement comme je le pensais bien, et qui m'ont amené à essayer d'aller vers une voie plus humaine. Et puis après, c'est aussi des rencontres, tout bêtement des rencontres justement avec d'autres soignants de soins palliatifs, avec des médecins qui m'ont amené à me poser les bonnes questions et à me dire il y a peut-être justement une autre voie entre s'acharner ou donner la mort. Il existe une voie qui est la voie de soulager et d'accompagner. Les soins palliatifs en France, Erwan, dis-moi si je me trompe, normalement, tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Et c'est la loi qui le dit. Or, ça n'est pas le cas, objectivement. Ben on peut dire, et je citerai Monseigneur d'Ornelas sur une très bonne antenne, KTO, qui disait que l'État est en faute, et en faute grave. Ma question est presque de me dire, ces derniers temps, il y a eu le procès du siècle, l'affaire du siècle, pour poursuivre l'État sur son inaction dans le cadre du dérèglement climatique. Ma question est un peu de me demander si on ne pourrait pas poursuivre l'État pour son inaction sur les soins palliatifs. Parce qu'effectivement, en 1999, la loi Kouchner a posé que toute personne qui le nécessite a droit à l'accès aux soins palliatifs. Donc cela fait 23 ans que la loi l'a édictée. Dans une loi dont les termes, l'intitulé est juridiquement fort, enfin c'est... Le texte de la loi dit que la loi garantit l'accès aux soins palliatifs. Quand on dit garantir en droit, c'est pas rien. C'est pas, voilà, c'est vraiment un terme extrêmement contraignant juridiquement. Aujourd'hui, on a des propositions de loi qui se proposent de rajouter universel. Donc on aurait un droit universel aux soins palliatifs. Ça fait joli dans une proposition de loi, mais ça ne change strictement rien juridiquement, c'est totalement décoratif. Donc ça fait 23 ans qu'on est censé avoir accès aux soins palliatifs. Or aujourd'hui, on a 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. On a, je crois, vous me détromperez, 2/3 de Français qui devraient y avoir accès, qui n'y ont pas accès. Et effectivement, quand on commence un peu à ouvrir les yeux sur ce que l'on est capable de faire en soins palliatifs et qu'on constate qu'on ne le fait pas partout en France, c'est quelque chose qui peut véritablement mettre en colère, de se dire que depuis tout ce temps, on a même zappé un plan d'investissement. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faudrait que le développement des soins palliatifs soit un préliminaire avant d'aborder l'euthanasie. La réalité, c'est qu'on est en train d'avancer sur l'euthanasie et que le plan 2018-2021 d'investissement sur les soins palliatifs a été totalement oublié, totalement mis de côté. Alors quand on s'est réveillé pour dire « maintenant on va passer à l'euthanasie », d'un seul coup, le ministre de la Santé s'est relevé pour dire maintenant on fait un plan ». Et puis effectivement, on l'officialise. Mais pendant 3 ans, les soins palliatifs l'ont attendu, ce plan-là. Donc effectivement, on a un vrai problème d'accès. C'est assez odieux parce que véritablement, je me souviens on a des groupes de parole entre bénévoles de soins palliatifs. Je me souviens d'un bénévole qui était très ému et qui partageait le fait qu'il a accompagné un proche dans un coin de France où il n'y avait pas de soins palliatifs. Et lui,
il vit là où on est une pratique imminente de soins palliatifs, et ça le bouleversait de se dire tout ce que je sais, tout ce que je vois, ce que l'on est capable de le faire, on ne le donne pas, on ne l'a pas donné à ce proche. Donc ça, effectivement, c'est la vraie et peut-être la seule grande bataille qu'on devrait avoir sur la fin de vie. Réaction, Dominique? C'est tout à fait vrai. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs ce qui motivait la colère de ceux qui n'ont pas signé l'avis, c'est de se dire, faire bouger la loi dans le sens d'une ouverture vers l'euthanasie, c'est un renoncement par rapport aux autres. C'est se dire, on n'y arrivera pas. C'est pourtant accepter l'idée qu'on n'arrivera pas à faire évoluer les soins palliatifs au point d'assurer une mort sereine, pas forcément douce, mais pour tous. Et c'est ça l'enjeu, effectivement. C'est partir battu. Au-delà de ceux qui en font un combat, humain, enfin de politique ou humain. Je pense que dans les gens de bonne foi qui proposent cette évolution, c'est parce qu'ils pensent qu'on n'arrivera pas à faire tellement mieux sur les soins palliatifs. Et c'est terrible. Alors même que Erwan rappelait 1999, mais quand on regarde 2016, il était à nouveau question de développement de soins palliatifs avec un accès à tous. Oui, il y a eu des progrès quand même, on ne peut pas dire... Et dans l'avis qu'on mentionnait en septembre, il est aussi mentionné qu'il serait impossible d'avancer sur l'aide active à mourir s'il n'était pas rappelé l'importance des soins palliatifs pour tous. Mais comment vous vivez ça, vous, docteur Perrucchio? C'est sûr que nous, on appelle et on se bat au sein de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. On essaye de se battre pour essayer de développer les soins palliatifs. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler, il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même en 20 ans, mais ça s'essouffle un petit peu, là, comme Erwan l'a dit. Il y a des volontés politiques qui ne sont plus au rendez-vous, et il reste encore énormément à faire. Et pourquoi ça avance pas? C'est une question d'argent? C'est pas qu'une question d'argent. Bien sûr, c'est une question d'argent. J'ai coutume de dire qu'il y a 3 facteurs qui nous manquent pour développer plus les soins palliatifs. Évidemment, le premier, c'est les moyens. Les moyens financiers, les moyens humains. On est actuellement dans un secteur sanitaire qui est dévasté. Et c'est vrai que là, se sont rajoutés aux moyens financiers insuffisants les moyens en termes de ressources humaines qui sont tout à fait insuffisants. Mais au-delà des moyens, il y a aussi 2 facteurs qui manquent. Il manque de la formation. En moyenne, un médecin, il a 6 à 10 heures de formation sur ses 10 années d'études aux soins palliatifs. On comprend assez aisément que c'est tout à fait insuffisant. Et depuis 1999, ça n'a pas changé? Alors en 1999, c'était 0. Donc ça a un petit peu changé, mais c'est très timide. Donc il manque énormément de formation, et puis il manque de communication aussi. Je l'évoquais tout à l'heure, et c'est tout à fait normal. Le regard qui est porté sur les soins palliatifs, il est assez négatif. Et on peut aisément le comprendre, les gens n'ont pas envie d'en parler, d'en entendre parler, et du coup s'en font une image tout à fait fausse. Accéder à une équipe de soins palliatifs, c'est une énorme chance. Ça ne devrait pas, ça devrait être un droit, c'est censé être un droit, ça devrait être un droit, mais c'est une énorme chance. La malchance, c'est d'être malade et de mourir, bien que ça va tous nous arriver un jour. Mais accéder à une équipe de soins palliatifs, c'est une chance. Et ça, je pense que c'est important de le dire et de dire ce qui se vit en soins palliatifs, parce que de manière bien naturelle, les gens en ont peur, et ça, c'est un frein aussi à l'accès aux soins palliatifs. Encore une question sur ce sujet, parce qu'il y a un paradoxe. Vous dites, on n'aime pas parler des soins palliatifs, il y a une mauvaise image, et pour autant, en ce qui concerne l'euthanasie depuis des années, et Monseigneur Rouget le disait en introduction, ça fait longtemps que ce débat court dans notre société et revient régulièrement et est reporté régulièrement sur le devant de la scène, y compris politique. Erwan? Oui, mais justement, c'est pas si paradoxal, c'est qu'en fait, quand on reprend les émissions qui sont consacrées à la fin de vie, vous regardez, sauf
depuis septembre, où le monde des soins palliatifs a un peu plus accès aux médias. Mais sinon, vous prenez une émission sur la fin de vie, on va vous parler d'euthanasie. On vous dit on va débattre de la fin de vie, on ne fait que débattre de l'euthanasie. Donc déjà, vous avez cet inconvénient-là. Et puis je pense en plus qu'il y a une question profondément culturelle, qui est que l'euthanasie, intellectuellement, déjà, ça soulage de pouvoir se dire le jour où la question se produira, j'aurai cette possibilité et on légalisera. Ça, un jour ou l'autre, ce sera légalisé. Et donc, je pense que pour un certain nombre de personnes, ça joue un peu comme un interrupteur on-off. C'est quand vous commencez à penser à la mort, ça commence à vous faire flipper, que vous commencez à penser à la douleur, etc. Vous mettez sur off en disant ce jour-là, ça se produira. Et en plus, on est dans une culture qui, de toute façon, je pense de façon renforcée ces dernières années, se mobilise pour les actifs, les productifs, les vainqueurs, les forts, et donc a beaucoup de mal à envisager la solidarité réelle et à envisager moi j'ai été frappé de constater pendant le Covid, de constater qu'en fait quand on parle de personnes fragiles, si on regardait autour de nous, c'est presque la moitié de la population, mais en fait dans le cours de notre vie, beaucoup de gens fragiles ne le signalent pas. Enfin, mais en fait, ça devrait prendre une part bien supérieure dans notre vie, parce qu'effectivement, ça concerne un nombre considérable de Français. Mais le focus est porté sur les actifs et les productifs. Tu évoques, Erwan, les médias, le traitement médiatique. De fait, tu es sur de nombreux plateaux qui sont en général contradictoires. En l'occurrence, le choix ce soir, ça a été de pouvoir approfondir. Il y a suffisamment de contradictoires pour ceux qui veulent pouvoir profiter de ces débats aussi. Mais ce soir, approfondissons et continuons du coup à approfondir sur la notion de liberté. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'intrigue, qu'on puisse user de ce terme pour promouvoir l'aide active à mourir. Dominique ? Oui, alors vraiment, je trouve que c'est un sujet clé dans ce débat, parce que les partisans de l'euthanasie revendiquent une liberté, pour dire, et disent, mais cette liberté, pourquoi est-ce que vous, qui n'y êtes pas favorable, vous nous la refuseriez? Personne n'est obligé de se suicider si la loi, d'être euthanasié si la loi l'autorise. Et c'est là tout le débat, c'est de se dire, mais faire bouger la loi dans ce sens-là, quel message ça envoie à l'ensemble de la société, à l'ensemble des personnes malades, à l'ensemble des personnes très âgées, qui ne cessent de se dire dans leur tête souvent, je suis un poids pour ma famille, un poids même peut-être pour la sécurité sociale, voilà. Et là, il y aurait, alors je vais peut-être utiliser des mots juridiques qui ne sont pas bons, Hervé, tu me pardonneras, mais voilà, un jour, si ça arrive, la loi, on reconnaîtra par la loi qu'il y a des vies qui méritent, qui ont le droit de ne pas être vécues parce qu'elles ne seraient pas dignes, quoi. Et ce message-là, bien sûr, il va être terriblement reçu par des gens. Moi, ce qui me frappe, pour dire un peu de mal des médias, mais encore une fois, il ne faut jamais parler des médias, parce qu'ils sont tous différents. Mais dans tous les reportages que l'on voit, ou les personnes que l'on voit qui demandent l'euthanasie, qui vont en Suisse et tout ça, qui sont mis en valeur parce qu'ils ont des graves maladies, mais on ne montre jamais des gens qui ont les mêmes maladies et qui se battent. Et qui Pourquoi ? Posons-leur la question, pas vous, pas nous, mais c'est vrai, moi je me souviens un film sur Lourdes qui montrait un monsieur atteint de la maladie de Charcot, puisque c'est souvent cette maladie qui est, je veux dire, avec son épouse et tout ça, enfin, je veux dire, ça on ne voit pas. En revanche, la poétesse, l'écrivain mais c'est pas elle que je condamne, hein, mais ça on en parle, quoi. Non, mais il se trouve que j'ai fait une expérience dans mon service la semaine dernière où on a effectivement une équipe de télévision qui est venue interviewer justement une patiente atteinte de la maladie de Charcot qui n'avait rien demandé et qui ne souhaitait pas être euthanasiée, qui était
j'ose le dire, heureuse de vivre. Et c'est vrai que c'est assez rare, et c'est assez rare à mon sens, pour une raison. Déjà, la première, c'est que nos patients ne sont pas des militants. Nos patients, ce qu'ils veulent, c'est juste essayer de vivre le mieux possible et qu'on les aide à vivre le mieux possible. Et donc déjà, ils ne cherchent pas à être sur le devant de la scène. Et puis cette dame, et j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire, elle a dit à cette équipe de télévision, qui lui a posé la question, est-ce que vous voudriez être euthanasié ? Elle a même pas dit non, parce qu'en fait, elle est pas du tout militante anti-euthanasie. Elle a juste dit, peut-être qu'un jour je la demanderai, mais en fait, surtout, je n'ai pas envie d'avoir à me poser la question. Et ça, je pense que c'était incroyable, parce que c'est elle qui l'a dit de manière spontanée. Et vous disiez tout à l'heure, on ne forcera pas les gens à être euthanasiés, c'est assez probable. En revanche, on va forcer tout le monde à se poser la question. Et ça, rien que ça, c'est vraiment très inquiétant. Oui, moi je suis aussi pas surpris, mais le fait que l'on aborde ce débat par la liberté est déjà foncièrement une mauvaise façon de le placer, parce que déjà ça nous oriente sur une question individuelle, et la vraie question qui doit se poser, c'est celle de la vulnérabilité des personnes. On a affaire à des personnes, en fait. Quand on vous parle de la liberté, c'est parce qu'on vous présente effectivement des gens qui sont militants pour le coup. Ils ont le droit de l'être, ils ont le droit de revendiquer leur maîtrise, je ne leur reproche pas. Ce que je dis, c'est que ces gens-là ne sont pas nécessairement représentatifs de la population atteinte de la maladie de Charcot, mais aussi de la population qui sera éventuellement soumise à l'euthanasie. Pour être un peu froidement statistique, quand on regarde les rapports officiels de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie en Belgique, on voit que seuls 8% des cas d'euthanasie concernent des cas de maladie du système nerveux, 92% ne les concernent pas, que 70% des euthanasies sont pratiquées sur des personnes de 70 ans, de plus de 70 ans plutôt, donc qui sont aussi éventuellement malades, mais la réalité, c'est qu'effectivement, l'euthanasie, fondamentalement, ne concernera pas avant tout des personnes atteintes de SLA. Dans les choses qui me choquent et me mettent un peu en colère dans ce débat, c'est que je trouve qu'à un moment donné, on instrumentalise ces malades de SLA. Il y a un moment où ça va bien, on a le sentiment d'avoir une exposition. On vous présente ces malades, je suis désolé, c'est un peu brutal comme expression, mais un peu comme des phénomènes de foire. Ça fait peur. Donc on vous présente des personnes qui sont là pour vous faire peur, et donc pour vous orienter totalement dans votre décision. Or, si on doit légaliser l'euthanasie pour ces personnes-là, la réalité, malgré les précautions que l'on prendra, c'est qu'il faudra la légaliser pour tous. Et comme le disait Dominique Queignot tout à l'heure, la légaliser pour tous, ça veut dire aussi la légaliser pour la grand-mère qui ne veut déranger personne. Et ça, cette grand-mère qui ne veut déranger personne, c'est un cas pratique. C'est une personne au Québec qui a témoigné sur Facebook. Je l'ai contactée pour qu'elle me confirme la réalité de ce qu'elle disait, qui me parlait de sa grand-mère qui a été euthanasiée. Et ils ont reçu ensuite une forme de carte de condoléances d'une personne de la maison de repos, disant « ça lui ressemble tellement, elle ne voulait jamais déranger personne ». Et la petite fille était catastrophée en disant « mais est-ce qu'elle n'a pas été prévenue de l'euthanasie ?» Elle disait « mais mamie, tu m'aurais pas dérangé, moi je voulais t'aider ». Et des gens comme ça, enfin la réalité, les militants de l'euthanasie, ils nous présentent des schémas très particuliers, des militants, enfin des personnes très spécifiques. Mais ils ne parlent pas de la diversité de la population française, de la diversité des malades. La plupart, beaucoup de malades que l'on peut voir, enfin je me permets de le dire parce que j'en vois depuis pas très longtemps, mais j'en vois en tant que bénévole, beaucoup sont isolés, certains sont isolés et précaires, certains sont isolés, précaires et âgés. Et la réalité pour moi, quand je vois ces patients-là, ce n'est pas leur liberté qui me saute aux yeux, c'est leur vulnérabilité. En même temps, on voit bien, en tout cas on nous présente des sondages qui manifestent que la société française serait prête à l'adoption de cette aide active à mourir en très grande majorité. Pourquoi serions-nous si poreux, pas peureux, mais poreux à ce que vous venez de nous dire ?
Déjà, juste une chose, il y a eu, parce qu'il y a effectivement des batailles de sondage. Alors pour une fois, on va reconnaître au ministère de la Santé d'être un juge de paix. Ils ont publié dernièrement un sondage, il y a quelques jours, dont un des enseignements, c'est que si 48% des Français ne sont pas satisfaits du cadre légal et considèrent qu'il ne garantit pas leur désir en fin de vie, mais comme toujours un non est protéiforme, 46% des Français considèrent que le cadre légal actuel garantit et protège leur désir en fin de vie. Donc je me demande simplement comment on concilie ces 46% de Français satisfaits avec 96% prétendument de Français qui voudraient modifier et renverser en fait le cadre législatif actuel. Donc je ne suis pas convaincu par la pertinence des sondages. Pour autant, pourquoi on serait si poreux à ces réalités, que ces situations qui nous sont souvent présentées? Moi, je me demande souvent, mais bon, j'ai peut-être tort, dans les sondages, si ce n'est pas la peur de vieillir qui motive la réponse. Pas la peur de la mort, finalement, mais la peur d'une vieillesse dépendante, où on perd ses capacités, on pense à l'Alzheimer, etc. Autant de situations qu'en théorie, aucune loi sur l'euthanasie ne devrait régler. C'est là aussi l'absurdité de ces sondages. C'est d'abord, on y répond à tout âge, quand on est loin d'avoir les difficultés peut-être liées à une grande maladie. Et en plus, voilà, moi, ça me travaille depuis longtemps, je pense que c'est notre peur de vieillir qui est en jeu. Et si je peux compléter, notre peur de vieillir, et vous l'avez dit tout à l'heure, la peur de la dépendance et de la perte d'autonomie, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit au quotidien. La plupart des patients qui demandent, parce que ça arrive, on en a dans nos services, on en a des patients qui demandent à ce qu'on fasse quelque chose, à ce que ça s'arrête. L'immense majorité de ces patients-là, quand on les prend en charge de manière correcte, ils cessent cette demande-là, parce qu'en fait, le ça s'arrête, c'est la souffrance, la douleur et les différents symptômes. Néanmoins, et vous avez raison, il ne faut pas nier qu'il y a un certain nombre extrêmement minoritaire, ça a été évalué dans une étude il y a quelques années, qui fait état de 0,3% des patients qui persistent dans leur demande de mort une fois qu'ils sont correctement pris en charge. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Et la plupart de ceux-là, c'est quasiment toujours des patients qui ne sont pas dans une souffrance actuelle, mais ils sont dans une peur qu'on peut très bien comprendre, dans une peur de la dépendance et de la perte d'autonomie et de la vieillesse. Alors, dans notre cheminement, dans notre échange de ce soir, j'en viens à une question que j'aimerais bien vous poser, et il nous reste une dizaine de minutes pour partager sur ce point. C'est qu'est-ce qu'au fond vous avez à nous dire, qu'est-ce que vous avez à annoncer en quelque sorte face à cette situation? Les patients que vous accueillez, ils sont ce qu'ils sont dans la situation dans laquelle ils se trouvent, malades et en fin de vie. Si ce n'est pas l'aide active à mourir, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Alors, je vais démarrer. Moi, j'ai envie de dire que les messages, le premier, ça a été un peu le fil rouge, mais c'est ce que veulent les patients, c'est qu'on les aide à vivre. Et ça, c'est vraiment l'expérience de centaines et de milliers de patients accompagnés depuis des années. Ils veulent qu'on les aide à vivre malgré la maladie, à ne pas se sentir un poids. Et c'est l'honneur pour moi d'une société que de permettre ça. Et puis le deuxième message, et qu'on n'a pas bien abordé, et là je vais me faire le porte-parole de l'immense majorité des soignants de soins palliatifs, c'est qu'il faut être bien clair. Donner la mort n'est pas un soin et ne pourra jamais être un soin. Ça ne fait pas partie du champ du soin. Si le législateur, si la société veut à un moment légiférer, soit, mais ça n'est pas un soin, que ça ne rentre pas dans le champ du soin. Parce que si ça rentre dans le champ du soin, ça va gravement altérer le lien, j'allais dire médecin-malade, mais ce n'est pas médecin-malade, c'est soignant-patient, le lien humain. Ce sont dans nos services, dans mon service, nos infirmiers, nos aides-soignants qui tous les jours ont dans les bras, au sens propre du terme, des gens qui sont en train de mourir, qui soutiennent leur regard, qui soutiennent le regard de la personne qui leur dit « mais je vais mourir et je ne veux pas, je n'ai pas envie de mourir » et qui ne fuient pas, ils sont là. Et c'est très rare en fait, vous vous rendez compte, ils sont là et ils soutiennent ce regard-là.
Et ça, c'est extrêmement difficile. Et si après, on doit donner la mort à cette personne, il y a une part de soi qui meurt avec. Or, nous, on a besoin de continuer à vivre pour continuer à prendre en charge les patients d'après. Donc, il est extrêmement important de mettre l'accent là-dessus. Ce que vous nous dites, c'est que l'aide active à mourir, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, n'est pas compatible avec la démarche de soins palliatifs ? Absolument pas. Comme je vous disais, la démarche de soins palliatifs, c'est d'accompagner la vie, de ne pas s'acharner non plus. C'est accompagner la vie, laisser la mort arriver, mais en aucun cas de donner la mort. Et encore une fois, on ne peut pas, la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Oui, moi je suis touché, en fait, je me suis ouvert une lucarne dans le monde des soins palliatifs en commençant ce bénévolat, et je pense qu'effectivement il faut qu'on ait conscience que ce n'est pas n'importe quel rôle ce que l'on demande aux soignants, c'est pas n'importe quel service d'hôpital, c'est ce que Ségolène disait très très bien à l'instant. Il faut quand même savoir qu'un soignant dans un service de soins palliatifs, il entend la douleur, il entend les angoisses, il laisse la personne parler plus qu'il ne la fait parler, mais il la laisse parler. Il est conscient de son impuissance, il sait très bien qu'il va faire tout ce qu'il peut pour soulager, mais qu'au bout du compte, on va arriver à la mort. Et effectivement, Claire Fourcade, qui est présidente de l'ASFAP, avait écrit un texte en disant une piqûre de mort, et en disant si je dois rentrer dans une chambre et piquer, et euthanasier la personne, je serai morte à l'intérieur. Le fait est tout le monde veut des soignants qui soient attentifs, qui soient humains, mais si vous leur demandez de vous tuer à la fin, ils ne pourront pas s'engager de la même manière. Et quand on regarde ce qui se passe en Belgique, je ne connais pas évidemment tous les soignants qui euthanasient en Belgique, mais j'ai quand même eu quelques témoignages qui montrent que même quand ils se résignent à le faire, c'est dramatique. Quelqu'un comme Corinne Von Ost, qui a ouvert la Convention citoyenne sur la fin de vie, déjà ne pratique pas d'euthanasie dans son service de soins palliatifs. Comment mieux démontrer que par l'expérience que ça n'est pas compatible ? En pratique, évidemment techniquement c'est possible. Quand on s'est posé une perfusion, on s'est tué. Mais elle ne les fait pas dans son service de soins palliatifs parce que euthanasier des gens que l'on connaît, ça n'est pas possible. Un autre médecin, dont je ne donnerai pas le nom parce qu'il n'est pas public, mais par 2 témoignages de médecins qui le connaissent, un médecin belge qui considérait que c'était dans son devoir vis-à-vis de la société belge de mettre en œuvre la loi, mais qui n'était pas en soi partisan de l'euthanasie, quand il témoigne de ce qu'il fait, il fond en larmes. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'on aura comme soignants si on leur demande de faire ça ? Des gens qui vont se déshumaniser, qui vont souffrir, ou qui vont être dans une forme de toute-puissance médicale et de domination sur le patient. Donc il y a un vrai risque de déstabilisation de notre système de soins. Le CCNE évoque dans son avis la nécessité d'une clause de conscience pour les soignants qui souhaiteraient ne pas faire les gestes, les actes. Oui, je pense que c'est quelque chose qui, me semble-t-il, devrait être de toute façon reconnu, mais avec, comme pour l'avortement, la nécessité d'orienter le patient vers un autre médecin qui accepterait l'euthanasie. Mais c'est compliqué pour un médecin qui accompagne quelqu'un à un moment donné aussi de l'envoyer quelque part ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est terrible. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas le geste, je pense que l'existence d'une loi lui posera des problèmes terribles. Et juste pour... moi, je n'ai pas votre expérience des soins palliatifs. Simplement, ce que je sais, j'entends des témoignages, c'est ce qui se passe dans ces dernières heures entre les proches, les familles, etc. C'est des paroles qui sont dites, qui ne sont pas dites dans d'autres circonstances. Et faire valoir ce que ce temps de la mort apporte à une vie, je pense que c'est considérable. Puis surtout, je voudrais dire, mais
parce que ça pose des questions aux soignants, ça pose des questions aux parlementaires, etc. Mais je pense que ça nous pose des questions à chacun de nous. C'est comment on regarde la très grande vieillesse, la dépendance, le handicap. Quel regard nous portons? Est-ce que nous laissons entendre que c'est un poids lourd pour nous? Enfin, je veux dire, je pense, comment laissons-nous seuls, y compris des gens de nos familles, etc. Je pense que ce débat, il doit aussi envoyer chacun d'entre nous à sa responsabilité individuelle. Et c'est peut-être ça qui fait peur dans le débat aussi. Dominique, vous nous conduisez à la conclusion de cet échange, mais je voudrais quand même rebondir juste avant sur la question de la clause de conscience. Elle est individuelle, mais est-ce que ça fonctionne dans une équipe ? Non, ça ne fonctionne pas dans une équipe. Les soins palliatifs, par essence, sont pluridisciplinaires. On ne peut pas faire des soins palliatifs tout seul. Donc certes, nous, les médecins, on aura probablement une clause de conscience et on pourra toujours se réfugier derrière. Mais quid de l'infirmière à qui on n'aura pas trop demandé son avis? Quid de l'aide-soignante à qui on dira dépêche-toi de faire la toilette du patient à la chambre 55 parce qu'il est euthanasié à 10h? Quid de l'ASH, celle qui va nettoyer la chambre, à qui on dira la même chose? Et du kiné à qui va arriver un matin et qui le lendemain, son patient aura été euthanasié? Les soins palliatifs se font en équipe. Il faudrait à minima qu'on puisse avoir des clauses de conscience d'équipe, des clauses institutionnelles. Je voudrais, pour conclure, vous donner encore un dernier moment pour que vous puissiez nous dire si vous voyez quelque chose de positif dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et puis également vos points de vigilance, parce que beaucoup l'éprouvent de vivre un débat biaisé, écrit d'avance. J'aimerais bien que vous puissiez nous confier un point de vigilance dans ce contexte. Positif, on parle beaucoup plus effectivement des soins palliatifs, même si c'est beaucoup pour parler de l'euthanasie, mais quand même, depuis quelques semaines, on parle aussi un peu des soins palliatifs et il y a peut-être aussi une opportunité de les développer. Alors, il faudra savoir la saisir et ça, c'est le positif. La vigilance, effectivement, c'est est-ce que ce débat, il n'est pas un petit peu joué d'avance? On n'espère pas. En tout cas, c'est une vraie question et il est important d'en débattre et ça aussi, c'est déjà une bonne chose. Moi, pour le positif, je vais renvoyer à ce qu'a dit Ségolène. Moi, je resterai sur les points de vigilance. Les points de vigilance, je pense que c'est le fait de ne pas se leurrer sur le fait que on envisagera d'adopter une loi avec des garde-fous, des cas concrets, des cas strictement délimités. La réalité, c'est que tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie ont connu un élargissement progressif mais systématique des cas d'ouverture à l'euthanasie. J'ai eu un débat avec notamment un gériatre hollandais, Bert Keizer, qui pratique des euthanasies depuis 14 ans. Il vit tellement dans une réalité parallèle que quand le journaliste lui dit « Vous comprenez que les opposants puissent avoir peur des dérives, est-ce que vous ne craignez pas que nous soyons sur une pente glissante ?» Il nous répond « Oui, 3 fois oui, nous sommes sur une pente glissante et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Il y a 14 ans, nous euthanasions des personnes qui étaient en fin de vie. Aujourd'hui, nous euthanasions des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Nous allons toujours ajouter de nouvelles catégories et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. » C'était dit de façon totalement assumée. Au Canada, on voit qu'il y a un développement et on voit des cas dans lesquels c'est la précarité qui provoque des demandes d'euthanasie. En Belgique, on a vu le cas d'une jeune femme de 23 ans euthanasiée parce qu'elle avait des problèmes de dépression, notamment parce qu'elle a été victime des attentats de Bruxelles. Il n'y a pas un pays dans lequel il n'y a pas un élargissement et il n'y a pas une dérive. Donc, on me dit souvent, oui, mais on encadrera. Je suis peut-être trop abrupte, mais je ne crois à aucun encadrement. Quand l'interdit de tuer saute, il s'élargit. Dominique, le mot de la fin. Le mot de la fin, sûrement pas, mais je suis absolument d'accord avec le risque d'élargissement. C'est sûr que la loi, aussi encadrée soit-elle au départ, ne résistera pas, parce que, au nom de l'égalité, puisque il y a liberté et égalité chez nous, en France. Parce il est censé y avoir fraternité aussi. Oui,
Mais en l'occurrence, sur ce débat-là, c'est clair que des gens atteints d'une maladie qui ne sera pas présentée comme donnant droit à l'euthanasie diront mais pourquoi pas nous, et pour reprendre ce que vous venez de dire, il y a paru dans Le Monde du 1er décembre un texte d'un docteur en éthique néerlandais qui s'adresser aux Français pour leur dire faites attention. C'est quelqu'un qui est favorable à l'euthanasie, qui a été superviseur des cas d'euthanasie et qui dit ça s'élargit trop, c'est pas possible. Donc oui, c'est une rupture, c'est une digue. Et quand il y a une digue qui cède, on va très loin. Alors le positif, c'est que peut-être ça nous oblige, ce que je disais tout à l'heure, chacun, et peut-être les soignants aussi, et peut-être et d'autres, tous ceux qui débattent, et je pense que c'est très important de débattre dans cette occasion, c'est de dire, si on veut éviter ça, mais qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse chacun? Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé votre travail, vos points de vue, votre réflexion qui peut, je l'espère en tout cas, nous libérer pour pouvoir mesurer à la fois la vraie vie et puis cette manière de vivre la mort aujourd'hui. Quelle fin de vie voulons-nous? C'était le thème de notre échange. Merci à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Neuilly, au curé, le père Hautecoeur, ainsi que toute l'équipe, à la pastorale de la santé du diocèse de Nanterre, ainsi que le diocèse qui a organisé cette soirée. Merci à vous tous.